cette image, quand je les raconte, je le vois. Je le vois. J'ai envie de montrer des photos de gens forts, de gens conscients. D'en voir les richesses. La diversité des vérités possibles. J'ai pris une chaise et je suis allé dehors en dessous d'un arbre. Je suis Victor Nzuzi Mbembe, comme vous avez dit. Je vis en République démocratique du Congo, où je suis agriculteur. Donc, je plante l'arachide, le manioc, le maïs. Ce sont des cultures vivrières, pratiquement toutes les cultures. On ne fait pas de la monoculture. Et je suis dans la province du Bas-Congo, village Kinti, mission catholique Nkolo, parce que c'est facile de nous repérer quand on parle de mission catholique. Donc, en Banzangungu, province du Bas-Congo. Je suis enseignant de formation. Mais tout simplement, je suis rentré faire mon agriculture. C'est pas par dépit que vous êtes retourné au village? Non, pour moi, c'était vraiment une volonté. D'abord, c'était une contestation du système politique économique qui existait. Donc, j'ai contesté ce système. Je n'ai pas accepté la dictature. Je n'ai pas accepté la privatisation des services sociaux, l'éducation, la santé. Je n'ai pas accepté ce salaire de misère qu'on devait donner aux enseignants. Et donc, j'ai trouvé qu'il y avait moyen de faire autre chose. Et ça m'a permis aussi de renforcer les activités dans mon milieu paysan. C'est un peu malheureux parce qu'on parle de sans terre au Brésil, on parle de latifundia au Brésil. Mais moi, je suis dans une province aussi où les terres sont occupées par des grands exploitants belges depuis 1923 qui occupent des espaces. Mais tout ça au détriment de la population. Donc, nous sommes indépendants en 60 et depuis 1923 jusqu'à aujourd'hui, ces grands exploitants sont là. Nous manquons de terres et ça nous fait de sérieux problèmes. Nous plantons sur la même superficie, sur les mêmes espaces et aujourd'hui, il y a dégradation de ces espaces, donc les terres ne sont plus riches. Donc, vous plantez, c'est très difficile. Et il y a aussi ce problème de climat. On en parle peu parfois. Il paraît qu'il faut réduire les objectifs du millénaire. Mais il y a des grandes puissances qui ne veulent pas régler cette situation des protocoles de Kyoto. C'est malheureux parce que nous vivons de l'agriculture et nous avons besoin de pluie. Et or, le climat est devenu problématique. Vous avez besoin de pluie, il ne pleut pas. Quand vous n'avez pas semé ou quand vous devez récolter, vous n'avez pas besoin de pluie, vous devez récolter les arachides, il pleut abondamment. Sinon, il pleut, ce sont des inondations qui emportent tout ce que vous aviez planté. Donc là, la situation est difficile. Et l'autre problème aussi, c'est le problème du marché. Je dois amener le maïs sur le marché, je dois amener le manioc sur le marché, mais vous arrivez sur ce marché et il est inondé de maïs qui viennent parfois sous l'aspect de l'aide alimentaire, sinon un maïs qui est subventionné à l'exportation. Donc ça pose des problèmes. Et il y a ce problème de revenus. Toutes nos entreprises ont disparu, sont en train de disparaître, sont en faillite. Et donc, les gens ont été chassés de leurs emplois, et ils ont perdu l'emploi, ils n'ont pas de pouvoir d'achat. Et alors, ils prennent ces produits-là importés qui coûtent moins cher. Donc, voilà. Et là, c'est au détriment de ce que nous avions produit. Par exemple, pour notre banque, notre banque, c'est avoir une chèvre. Donc, enfin, ce qu'on met à côté, quoi. L'épargne pour nous, c'est avoir une chèvre, avoir un mouton, avoir un porc. Quand vous avez un problème, vous pouvez vendre la chèvre, le mouton, le porc et consorts. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas le vendre facilement parce qu'il y a déjà la viande importée qui est sur le marché. Au départ, l'État prenait en charge la santé, l'éducation. Aujourd'hui, ce sont les parents qui doivent payer. Vous avez des enfants qui meurent parce qu'on doit les transfuser, on doit les perfuser. Mais il faut donner de l'argent avant d'être transfusé, perfusé. Les gens meurent comme ça, les enfants meurent. Donc la situation, c'est vraiment dégradé. Et que vous inspirent justement les discours sur le sous-développement en Afrique? Ah, toi tu parles encore de sous-développement. Entre guillemets. Maintenant on parle de réduction de la pauvreté. Le sous-développement, le développement a disparu. Maintenant, c'est la réduction de la pauvreté. C'est le discours qui est à la mode. Vous voyez, on parlait de développement, sous-développement. Maintenant, on dit, écoute, on met à côté le sous-développement, on parle de réduire la pauvreté. Malheureusement, c'est réduire la pauvreté de moitié. Il y a une moitié qu'il faut mettre, je crois, au frigo, qu'il faut conserver. Et quand vous aurez réduit la première moitié, vous reprenez cette moitié-là qui est restée au frigo. Donc, c'est pour dire, ça, c'est vraiment un discours de distraction. Un discours de distraction et on en a marre avec ce genre de slogans. Parce que ces slogans, nous les avions eu, nous,
Au Congo, par exemple, on nous disait objectif 80. C'était en perspective du barrage d'Inga qu'on construisait. Et là, on nous disait, on va construire un grand barrage hydroélectrique et le paysan, vous aurez l'électricité dans le village. Dans vos villages, vous aurez l'électricité. On nous a même demandé de construire des maisons en briques. Donc, il fallait construire des maisons en matériaux durables. Les paysans ont construit et après, le courant, on l'a regardé comme ça passe comme un oiseau, ça passe comme un avion. Donc, vous voyez le fil à haute tension qui passe, vous le regardez comme ça, on n'a jamais eu l'électricité. Et donc, voilà, un discours comme ça, le paysan attend. Comment ils doivent croire à ce genre de discours? Il y a eu d'autres discours entretenus même par les institutions, les grandes institutions de l'ONU. Santé pour tous à l'an 2000. On a attendu, 2000 est passé, on est en train maintenant de prendre les femmes en otage, les enfants sont en train de mourir. On a parlé de l'éducation pour tous. Et aujourd'hui, quand vous allez, les enfants, ils sont là, ils n'étudient pas. Donc voilà, ce sont des slogans, réduction de la pauvreté, développement. Ça, c'est pour nous distraire. Et pourtant, ces discours ont des projets très concrets pour ceux-là qui nous inventent ces discours. La privatisation, la libéralisation. Et ça profite à toutes ces grandes entreprises, aux multinationales. Ça, c'est un discours pour nous confisquer toutes nos richesses. Au Congo, on nous confisque les richesses comme ça. Maintenant, on est dans la situation de totale de destruction, de dévastation du pays. On dit on va reconstruire le pays, mais on vous donne les conditions. Il faut faire un nouveau code minier, un nouveau code forestier, une nouvelle loi d'investissement où toutes les richesses sont parties. Et ces discours-là, c'est comme je dis, on vous dit code minier, code forestier, nouvelle loi fiscale. Et tout ça, le paysan ne connaissent pas ça. Ceux qui habitent cette forêt, ils ne connaissent pas qu'il y a un code pour exploiter cette forêt. Ils ne connaissent pas qu'il y a un code pour exploiter les mines, ces minéraux-là. Là où il y a le mine, mais il y a des populations. Et qu'est-ce qu'on fait de ces populations? Et lorsque dans ces documents, on dit l'État congolais doit se sacrifier pour que les investisseurs puissent récupérer leurs investissements. Quand l'État congolais se sacrifie au détriment de l'éducation, de la santé et tout ça. Quand on dit, je dois lire des bouts de papier, on dit qui aime le Congo traite bien les investisseurs car ils créent des emplois, produisent des biens et des services dont nous avons besoin. Des bouts de papier comme ça. Comment des bouts de papier, on dit j'aime mon pays, le Congo, j'aime ceux qui investissent et à eux ma bienveillance. Ça, c'est l'État qui fait ce genre de bouts de papier pour faire venir les investisseurs au détriment de la population. C'est ça la réduction de la pauvreté. La réduction de la pauvreté, le développement, c'est lorsqu'on nous fait faire tous ces documents ici, lorsque la Gécamine tombe, lorsque toutes les mines, toute la zone minière est en train d'être décapitée au profit des investisseurs, et lorsque ceux qui travaillaient dans ces usines, par exemple à la Gécamine, c'est près de 11 000 travailleurs sur 22 000 qu'on a mis à la porte, réduire la pauvreté, en mettant les gens à la porte. C'est ça la réduction de la pauvreté. Moi, je regrette quoi. Donc, écoute, mais ça distrait ceux qui ne sont pas, ceux qui ne savent pas réfléchir. Nous ne sommes pas des imbéciles, nous savons réfléchir. Le discours de la réduction de la pauvreté, c'est comme on vous coupe les bras là-bas, on vous coupe les jambes, on vous laisse là, on vous apporte à manger, on vous dit manger. Vous allez manger comment? Quand vous n'avez pas de bras, vous n'avez pas de jambes, même si on mettait la nourriture à côté. Comment vous allez bouger quand on a coupé ça là? Donc voilà, la confiscation des richesses. Et là, les Africains doivent être très prudents. Et ceux qui inventent ces discours, malheureusement, ils sont là, ils le font pour leur intérêt. Et je crois que ceux qui se prétendent consultants en Afrique, les intellectuels qui se prétendent consultants, qui se prétendent experts pour contribuer à l'édification de ce genre de projet, moi je crois qu'il faut qu'ils prennent conscience. Vous parliez justement de la dette. Qu'est-ce qu'elle représente, cette fameuse dette? La dette du Congo, c'est ce qu'elle représente, c'est la mort des Congolais, c'est ce qu'elle représente. Ce qu'elle représente, c'est la confiscation de toutes les richesses des Congolais. Quand on parle de cette dette, il faut voir ces grands projets, par exemple, le barrage hydroélectrique d'Ingao, on a amené l'électricité dont je parlais déjà à 2000 km pour aller exploiter les minéraux à Kolwezi, le cuivre, le cobalt et consorts. Dont les Congolais n'ont jamais vu les recettes, quoi. Alors, cette dette, on doit la payer pourquoi? C'est l'acierie de Maluku, et cette acierie, il fallait importer le ferraille, le fer rouillé de l'Europe, qu'il fallait amener au Congo. Mais vous imaginez, le Congo, c'est un scandale géologique.
Nous avons des minéraux, cuivre, diamant, or, cobalt, étain, fer, manganèse. Au lieu d'amener une industrie, une usine qui devait exploiter les matières premières congolaises qu'on trouve au Congo, on dit non, on vous amène une usine, mais la matière première, le fer rouillé doivent venir de l'Europe. Mais une usine pareille, et les Congolais doivent payer cette dette. Et cette dette a fait que le Congo soit déstabilisé, entièrement arrivé au niveau où même le pays est tombé dans la guerre qui fait 3 millions de morts, aujourd'hui plus de 3 millions de morts. Et après, il faut reconstruire le pays. Donc ça, c'est vraiment scandaleux. Cette dette pour laquelle les enfants aujourd'hui ne peuvent pas étudier. Les enfants ne vont pas à l'école. Les enfants doivent mourir. Il y a les services nationaux d'hydraulique rurale, mais qui n'arrivent pas à installer l'eau dans des villages. Donc, une dette pareille, on se demande pourquoi on doit payer une dette pareille. Il faut l'audit de la dette. Et nous lançons cet appel à tout le gouvernement africain aujourd'hui. Comme le ministre des Finances de l'Afrique, dernièrement lors du G8 à Dakar, ils ont parlé de faire l'audit de la dette, eh bien qu'on fasse l'audit de la dette, qu'on passe par où est passée cette dette. Le barrage d'Inga, par exemple, est-ce que c'était important? Parce que les Katanga avaient des barrages qu'on pouvait construire au Katanga, ça coûterait moins cher. Est-ce que le barrage d'Inga était important? Est-ce que la ligne à haute tension était importante? Ces bureaux d'études qui nous ont conduits dans ces genres, ces experts, est-ce qu'on ne peut pas les poursuivre? Voilà. Donc la dette pour nous, c'est ça, on doit arriver à l'audit de la dette. Il faut que le parlementaire s'investisse au lieu qu'on nous parle de la générosité, on va vous donner de l'argent. Nous, on n'a pas besoin d'argent, de la générosité. Nous avons besoin de la justice. L'impunité, on doit punir les gens. Ceux qui ont volé en complicité avec le dictateur, mais on doit les sanctionner. Toutes ces entreprises qui ont surfacturé le projet, mais on doit les sanctionner, ils doivent réparer les dégâts. Pays pauvre et très endetté. Qui accepterait qu'il soit appelé pauvre et très endetté? Au lieu de dire pays appauvri, non, on dit pays pauvre, très endetté. Nous sommes des pays pauvres, très endettés. Et je disais ça dans une école secondaire, dans un collège à Combourg, en France. Et j'ai dit, ben voilà les richesses du Congo. L'eau, le minerai, cuivre, or, diamant et consorts. Alors les enfants disaient, mais ça c'est un pays riche. Mais voilà, il y a des adultes ici, parfois en Occident ou parfois dans le milieu intellectuel qui disent, oui, on est pauvre, très endetté. Non, on est appauvri. On est appauvri, on n'est pas pauvre. Donc ça, c'est l'exploitation, c'est le pillage, c'est plus que la colonisation, c'est un instrument de domination, la dette.